Je vous présente le cours sur les aplasies médulaires. Donc, pour ce faire, nous allons suivre le plan suivant. En comptant l'introduction, en comptant le diagnostic positif, le diagnostic différentiel, puis faire le diagnostic étiologique avant de traiter, puis voir l'évolution, le pronostic et le suivi de cette affection avant de conclure. Donc, comme introduction, nous pouvons dire en définition que l'aplasie médulaire est une insuffisance quantitative de l'hématopoïèse avec une atteinte endogène ou exogène de la cellule souche hématopoïétique. Elle est caractérisée par une cytopénie de 2 ou plusieurs lignes cellulaires, les globules rouges, soit les globules rouges, les globules blancs ou les plaquettes, voire même une pancytopénie, une atteinte de toutes ces lignées. Elle peut être constitutionnelle ou acquise, transitoire, récidivante ou chronique. Donc, pour le chapitre intérêt, donc sur le plan épidémiologique, c'est une affection qui est rare, qui est plus répandue en Asie qu'en Europe et en Amérique, avec une incidence de 2 cas par million d'habitants par an en Europe. Pour le plan diagnostic, le diagnostic se fait sur le plan histologique et est confirmé par la biopsie ostéomédulaire. Sur le plan pronostic, la mortalité globale est importante, surtout pendant les premiers mois de la maladie. Et sur le plan thérapeutique, seule la greffe de moelle osseuse est confirmée. Donc, pour le chapitre rappel, en grand A, nous allons voir la physiologie. Donc, l'hématopoïèse normale correspond à l'interaction de 3 structures. Donc, en premier, des cellules souches totipotentes qui sont non encore individualisées, qui vont se différencier en précurseurs des lignes rouges, plaquettaires et leucocitaires, d'un tissu nutritif et de soutien au micro-environnement médulaire, des facteurs sériques et cellulaires contrôlant la maturation et la croissance de différentes lignées. Cette hématopoïèse se déroule en 4 étapes. Donc, en premier, on a les cellules souches qui sont toutes potentes, capables de donner toutes les lignes hématopoïétiques avec une capacité d'auto-renouvellement. Puis, on a les progéniteurs qui constituent le premier stade du processus de différenciation des cellules souches et qui sont morphologiquement identiques aux cellules souches, mais avec une faible capacité de renouvellement, mais un haut pouvoir mitotique. Puis arrivent les précurseurs, qui sont les premières cellules des lignées morphologiquement identifiables. Et ces cellules perdent la capacité de renouvellement. Donc, ici, nous avons les proérythroblastes qui vont se différencier en hématies, les myéloblastes en polynucléaires, les monoblastes en monocytes, les mégacaryoblastes en plaquettes et les lymphoblastes en lymphocytes. Et en dernier, nous avons les cellules matières qui sont représentées par les hématies, les polynucléaires, les monocytes et les lymphocytes. Donc, ici, on a un schéma qui résume cette hématopoïèse avec ici les cellules souches et pour donner finalement les cellules matures. Donc, pour la physiopathologie, le mécanisme de l'aplasie médulaire est mal élucidé. Donc, nous avons 3 théories. Nous avons une atteinte de la cellule souche qui semble être mécanique, qui est le mécanisme le plus fréquent, qui peut être secondaire soit à un toxique comme le benzène, soit à des radiations ionisantes, soit à des troubles métaboliques constitutionnels comme dans la maladie de Fanconi. On peut avoir un mécanisme auto-immun qui est suspecté dans beaucoup d'aplasies médulaires, mais la preuve est faite in vitro par des expériences d'inhibition de colonies médulaires par des lymphocytes de malades et par mise en incubation de cellules souches avec du sérum anti-lymphocytaire qui restaurait la prolifération cellulaire normale. Donc, d'autres mécanismes aussi ont été évoqués, tels que les anomalies de micro-environnement médulaire, des anomalies de facteurs de croissance hématopoïétique et des phénomènes d'interaction entre les cellules souches. Donc, en grande, pour le diagnostic positif, nous allons voir les circonstances découvertes. Donc, on pense à l'aplasie médulaire lors d'un bilan fortuit avec un hémogramme qui est perturbé, lors d'un dépistage familial, devant certains signes cliniques évocateurs d'un syndrome d'insuffisance médulaire tel qu'une anémie, des infections ou bien des hémorragies, ou bien devant des complications telles qu'une septicémie, un choc hémorragique ou un choc septique. Donc, pour les signes cliniques, donc, en raison de la diminution du nombre des cellules du sang, elles se caractérisent principalement par 3 syndromes. Le syndrome anémique, le syndrome infectieux et le syndrome hémorragique. Donc, pour le syndrome anémique, nous avons une pâleur des muqueuses et des téguments, une fatigue intense, une dyspnée d'effort des fois, un essoufflement, des céphalées, des acouphènes, des vertiges, des phosphènes.
On peut avoir aussi à l'auscultation cardiaque une tachycardie auscultatoire ou bien un souffle systolique qui est présent à tous les foyers. Pour le syndrome infectieux, on l'évoque devant des infections à répétition de sièges multiples à germes atypiques qui est fait suite à la diminution du nombre de globules blancs provoquant une affaiblissement du système immunitaire. Devant une fièvre supérieure à 38 degrés avec ou sans foyer infectieux cliniquement décelable. Donc, les foyers infectieux fréquemment retrouvés dans cette pathologie sont les angines ulcéro-nécrotiques typiques. Parfois, on peut avoir une septicémie sans splénomégalie. Le syndrome hémorragique, il est fait d'hémorragies qui sont d'intensité variable, des ecchymoses, parfois des hématomes sans raison apparente, un purpura pétéchial, des épistaxis, des hémorragies, qui peuvent aller jusqu'à des hémorragies rétiniennes ou cérébroménagées en cas de thrombose majeure. Donc, après les signes cliniques, nous avons les signes paracliniques. Donc, l'aplasie pour les signes paracliniques, nous avons le bilan d'orientation avec la numération et le frottis sanguin. La numération formée sanguine va montrer une pancytopénie qui est complète ou bien dissociée avec une anémie arrégénérative. Donc, l'anémie peut être normochrome, macrostère ou normostère arrégénérative avec un taux bas de réticulocytes. On peut avoir une leucopénie par neutropénie avec des éléments inférieurs à 1500 par millimètre cube, plus ou moins une atteinte dissociée des lignées, une monocytopénie, une lymphocytopénie. On peut avoir aussi une thrombopénie avec les plaquettes qui sont inférieures à 150 000 éléments par millimètre cube. Au frottis, nous aurons l'absence de cellules anormales telles que les blastes. Pour confirmer, nous ferons la biopsie médulaire qui est réalisée à l'aide d'un prélèvement à l'aide d'un trocar à biopsie au niveau de l'épine iliaque supérieure, postérieure, voire antérieure. Donc, ce prélèvement va être vu au microscope et nous aurons comme élément de confirmation des espaces médulaires qui sont vides avec une moelle hématogène raréfiée avec absence de cellules hématopoïétiques ou bien une moelle adipeuse qui est riche en cellules graisseuses. La moelle peut être pauvre ou déserte le plus souvent et la plupart des cellules observées sont des lymphocytes ou des plasmocytes. Il n'y a pas de cellules anormales, donc pas de blastes, ni d'anomalies morphologiques des cellules médulaires, ni de cellules extra-hématiques. Donc, il permettra aussi de savoir le degré de cellularité de cette moelle qui peut être inférieure à 20% mais totalement déserte. Donc, dans ce cas, appelé moelle de Sureau. Ou bien, et là, on aura la confirmation de l'absence de cellules malignes. Donc, comme critère de gravité, à la clinique, c'est l'existence de manifestations de mauvaise tolérance de l'anémie, ou bien des signes de septicémie sévère, voire un choc septique, ou bien l'existence de signes de gravité de la thrombopénie, à savoir un purpura cutané extensif qui peuvent aller jusqu'aux hémorragies rétiniennes. Et sur le plan paraclinique, l'aplasie médulaire sévère est définie par une moelle osseuse qui a une cellularité qui est inférieure à 30% et la présence de 2 ou plus des éléments suivants. Donc, le nombre absolu de neutrophiles qui est inférieur à 500, le nombre de réticulocytoses absolues inférieur à 60 000 et le nombre de plaquettes qui est inférieur à 20 000. Donc, lorsque le diagnostic est posé, la CAT en urgence, c'est l'hospitalisation du patient avec isolement, le monitoring de ce patient avec oxygénothérapie, la pose des voies veineuses, un bilan en urgence avec au minimum la numération et le groupage sanguin, une transfusion de culoglobulaire et de concentré plaquettaire de leucocytes et irradiés, et une antibiothérapie à large spectre probabiliste. Donc, ce qu'il ne faut pas confondre avec l'aplasie médulaire. Il s'agit des myélodysplasies hypoplasiques, qui est une insuffisance médulaire qualitative avec la présence d'un syndrome tumoral. Et au myélogramme, nous aurons une moelle qui est pauvre et hypercellulaire avec des anomalies morphologiques. On a aussi l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, qui est une anémie hémolytique chronique avec des épisodes d'hémoglobinurie en particulier nocturne. À la biopsie médulaire, nous aurons une richesse de cette moelle avec parfois excès de rétroblastes. On peut avoir aussi un hypersplénisme qui se manifeste par une pancytopénie avec un taux de réticulocytes qui est augmenté. On peut aussi avoir le syndrome d'Evans associé à une infection, donc une bicytopénie avec l'anémie et la thrombopénie, à laquelle s'agit une neutropénie qui est liée à une infection à la salmonelle. On peut avoir aussi comme élément de diagnostic différentiel le syndrome d'activation macrophagique
qui est un ensemble de signes